Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire animé par les formations achapublic.com sur le fait d'appréhender le contexte réglementaire et technique d'achat public. Et je suis avec Anna Maria Smolinska, avocate spécialiste de la commande publique. Bonjour Anna Maria. Bonjour à tous. Alors, avant de passer la parole à Anna Maria, je vais rapidement vous parler des formations achapublic.com. Donc, on a un organisme de formation spécialisé dans la commande publique à destination des acheteurs, mais aussi à destination des entreprises soumissionnaires. Nous sommes certifiés CADEPI. Donc, si on peut regarder la slide juste après, on a toute une offre de formation autour des techniques d'achat. On a une formation sur les techniques d'achat. Et puis, pour aller creuser les différentes techniques d'achat plus en profondeur, on a une formation sur chaque technique d'achat. Et puis, voilà, avant de commencer le webinaire, je voulais vous parler de la folle semaine des marchés publics qui est organisée par achatpublic.com et qui se déroulera du 27 novembre au 1er décembre à Paris. Au cours de cette semaine, en fait, tout un panel de formations sont proposées au cours de la semaine. Il y a des parcours qui vous sont également proposés. Vous avez sous vos yeux le programme de la folle semaine. Et il y a notamment le 27 novembre une conférence d'actualité animée par la rédaction du site achatpublic.info sur le thème est achat public, un retour à la normale sous surveillance. Avec 4 tables rondes, 2 interviews, des plénières. Donc, il y a une quinzaine d'invités qui sont prestigieux, qui sont là le 27 novembre. Et si vous pouvez vous déplacer à Paris, vous pouvez aussi vous inscrire, car cette conférence est retransmise en live sur Internet. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur formation.achatpublic.com. Voilà, j'ai fait l'introduction. À vous, Anna Maria. Bon webinaire et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la petite case questions prévue à cet effet. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, je suis un peu intimidée parce que vous êtes très, très nombreux, donc heureusement que je ne vous vois pas, sinon je le serais encore plus. On a aujourd'hui proposé cette rencontre autour des techniques d'achat. L'idée n'étant bien évidemment pas en une demi-heure de vous présenter en détail toutes les techniques et la façon dont elles fonctionnent avec le régime juridique précis, mais peut-être plutôt de s'interroger vraiment sur le cadre global et puis de voir un peu, ouvrir peut-être un peu nos esprits sur des techniques qui aujourd'hui sont encore assez peu pratiquées et qui pour autant présentent un intérêt certain. Je pense notamment à mon dernier point, comme ça me permettra de finir sur un point que j'estime comme étant un point fort, à savoir le système d'acquisition dynamique. Donc avant ça, je vous propose donc de passer par les 3 points précédents. Le premier c'est en guise de rappel, un petit peu finalement reposer le cadre de qu'est-ce que c'est ces fameuses techniques d'achat, comment on les définit, quels sont leurs objectifs. C'est un point qui me paraît indispensable pour ensuite pouvoir justement savoir dans quel cas de figure est-ce que c'est pertinent d'y recourir. En deuxième lieu, on verra rapidement l'accord cadre, qui est une technique d'achat aujourd'hui tellement courante qu'on en oublie parfois que ça en est une. Et puis, un passage rapide par la notion de catalogue électronique. Donc, tout ça est très ambitieux puisque nous avons à peu près une demi-heure pour aborder tous ces points. Donc voilà, sans forcément rentrer beaucoup dans les détails. Mon premier point donc sur le cadre, rappel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je pense qu'il y a une première distinction toujours indispensable, c'est celle de reposer finalement les 3 sujets qui se croisent mais qui ne sont pas identiques, à savoir celui des procédures, celui des modes de dévolution et celui des techniques d'achat. Parfois, effectivement, on peut avoir des confusions sur ces 3 points. Donc, voilà, juste en guise de rappel, cette petite diapo, effectivement, la technique d'achat, c'est une notion en fait qui coexiste avec les autres, qui
ne les remplace pas. Donc, on peut parfaitement avoir, on aura à chaque fois un cumul. En fait, l'accord cadre, c'est une technique d'achat. L'accord cadre lui-même, eh bien, va être porté par un marché qui peut être d'ailleurs à l'outil ou pas à l'outil. Et puis, pour le mettre en place, eh bien, en fonction de notre besoin, des seuils et de la nature de l'achat, on va l'attribuer selon une procédure qui sera une procédure adaptée ou l'une des procédures formalisées. Et ainsi de suite, on remarque par exemple qu'on a le concours. Souvent, on ne sait pas trop où le placer. Le concours, c'est une technique d'achat. Alors la particularité du concours, c'est que le concours a été considéré comme étant une procédure de passation dans le cadre du Code des marchés publics. Il est devenu technique d'achat dans le Code de la commande publique, en sachant que le concours, c'est un préalable pour choisir un ou plusieurs, d'ailleurs, lauréats, auquel ensuite on attribuera un marché, donc mode de dévolution. Selon quelle procédure? Eh bien, selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence. C'est ce que prévoit le Code. Donc voilà finalement les trois notions, les trois volets qui vont coexister. Et donc la technique d'achat est bel et bien à part, mais elle va coexister, elle va vivre avec les procédures et les modes de dévolution. Qu'est-ce que c'est qu'une technique d'achat? Eh bien, le code nous donne une définition assez précise à laquelle j'aime bien revenir pour reposer les bases. C'est une façon de procéder à la présélection d'opérateurs économiques ou de permettre la présentation des offres ou leur sélection. Alors, on nous rappelle au préalable que tout ceci doit se faire dans le respect des règles applicables aux procédures. Donc, ça veut dire que voilà, ce que je viens de vous rappeler sur la diapo précédente, sur cette coexistence, est parfaitement valable. Mais voilà, le but de la technique d'achat, c'est quoi? C'est soit présélectionner des opérateurs économiques, donc en fait, très clairement constituer un vivier d'opérateurs, soit de permettre la présentation des offres ou leur sélection d'une façon un peu particulière. Et donc, on retrouve ensuite la liste de ce que sont les techniques d'achat, donc l'accord cadre, le concours, le système de qualification qu'on laisse de côté puisque c'est très particulier, applicable aux entités adjudicatrices, le système d'acquisition dynamique et enfin les enchères électroniques. Il me manque, non, il me manque pas un point, je crois qu'il me manquait un point ici. Alors, parmi ces différentes techniques, effectivement, on va les classer selon les deux familles, soit présélection d'opérateurs, soit présentation des offres ou leur sélection, notamment les enchères électroniques, c'est une présentation des offres et leur sélection. On peut dire la même chose du concours, et puis l'accord cadre, lui, il est un peu entre les deux, puisqu'on a déjà une offre. Et typiquement, la présélection d'opérateurs économiques, ce sont surtout les deux techniques d'achat, l'une pour les entités adjudicatrices, le système de qualification, et l'autre, les systèmes d'acquisition dynamique applicables au pouvoir adjudicateur. Le cadre légal et réglementaire, on ne va pas aller lire les articles, mais vous les avez ici. Je ne sais pas si ce support vous est transmis ou pas, mais en tout cas, voilà, on a un cadre, comme d'habitude, hein, composé à la fois du Code de la commande publique, mais aussi qui trouve sa source, bien sûr, dans la directive marché, qui apporte, je trouve, dans son article 34, des éclairages assez intéressants, parce que le Code de la commande publique est finalement rédigé de manière assez succincte sur ces différentes techniques d'achat. Je vous propose de regarder rapidement la technique qui est l'accord cadre. Hein. La grande nouveauté dans l'accord cadre, bien évidemment, aujourd'hui bien intégrée, c'est l'obligation désormais de prévoir un montant maximum, donc l'obligation applicable depuis le 1er janvier 2022. Et on voit à travers cette présentation très schématique que c'est une technique qui nous offre énormément de liberté. Donc, on peut avoir un accord cadre monoattributaire, multi-attributaire. On peut avoir un accord cadre à marché subséquent ou à bon de commande, ou d'ailleurs les deux. Et puis, on peut avoir un accord cadre dans lequel on aura toujours obligatoirement un maxi, mais dans lequel on peut choisir d'avoir ou ne pas avoir un minimum. Toute cette liberté nous conduit nécessairement à réfléchir en amont de la passation de l'accord cadre sur des choix qui sont des choix
principalement stratégique. En fonction de ce que vous recherchez, de votre besoin, de la façon dont vous fonctionnez, vous allez effectivement prendre des décisions. Peut-être à titre d'exemple sur chacun de ces items, monoattributaire, multi-attributaire, vous allez aboutir à créer une situation, une relation contractuelle très différente. L'accord cadre monoattributaire, vous avez un lien avec un seul opérateur économique. L'inconvénient de cette situation, c'est que ça le place dans une sorte de monopole contractuel, bien évidemment, et sur une durée déterminée, mais une situation un peu de monopole, donc vous êtes très lié à cet opérateur. L'avantage d'un accord cadre monoattributaire, c'est en revanche sa simplicité. Certes, on a un seul, on n'a plus le choix, mais c'est assez simple à l'utilisation. On peut éventuellement aménager certains inconvénients d'un accord cadre monoattributaire en travaillant notamment sur des clauses de non-exclusivité, la possibilité pour l'acheteur de sortir de cette relation dans telle ou telle situation. C'était le cas sous le Code de marché public. Aujourd'hui, le Code de la commande publique est silencieux sur cette notion d'exclusivité ou pas, mais voilà, c'est aménageable contractuellement. L'accord cadre multi-attributaire a certains avantages à condition de doser le nombre d'attributions. Si vous avez un accord cadre multi-attributaire avec un nombre d'attributeurs trop important, 2 défauts principaux. Le premier étant peut-être le manque d'intérêt des opérateurs économiques qui ne vont pas forcément répondre s'ils sont conscients du fait qu'ils seront attributaires avec beaucoup de leurs concurrents. Et puis l'autre inconvénient, c'est effectivement la complexité. On va se poser ensuite des questions sur comment est-ce qu'on va attribuer chaque marché subséquent, chaque bon de commande à tour de rôle ou de manière égalitaire en veillant à ce que les montants soient respectés, etc. Des questions qui amènent de la complexité. L'avantage, c'est que vous maintenez une petite concurrence quand même entre les attributaires, d'une part, et d'autre part, si vous avez des besoins qui sont fluctuants, si vous avez un besoin très important qui surgit à un moment donné, vous allez pouvoir, grâce à cette multitude d'attributaires, finalement être assuré sur leur capacité de répondre à ce besoin-là. Sur la question de marché subséquent ou bon de commande, je vais être peut-être plus brève. Moi, je conseille quand même souvent à mes clients de prévoir les deux, sauf si c'est vraiment pas pertinent du tout. Mais souvent, on a tendance à partir, surtout en France, sur les accords cadres à bon de commande parce que c'est un petit peu l'habitude qu'on a pris avant le code de la commande publique. Et on oublie souvent cette possibilité de marché subséquent. Moi, je trouve que c'est intéressant de mixer les deux. Pourquoi? Parce que le marché subséquent, on l'utilisera ou l'utilisera pas, mais ça peut toujours être un moyen très intéressant, un peu finalement de se laisser une marge de manœuvre, justement pour toutes ces prestations qui, certes, en lien avec l'objet du marché, mais ne pouvaient pas être suffisamment détaillées lors de la passation pour pouvoir aboutir à avoir la description précise de la prestation et un prix en face, bon de commande. Et donc là, si on a une part un peu d'incertitude, une part d'imprévu, on peut, par les marchés subséquents, finalement, parfaitement maîtriser ça en cours d'exécution du contrat. Donc, je trouve qu'il y a un intérêt à prévoir le deux. Dernier point, maxi-mini. Eh bien, le maxi aujourd'hui, c'est obligatoire, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, on pourrait apporter des précisions sur notamment la jurisprudence qui a apporté les précisions sur la possibilité quand même de dépasser ces maximums, notamment dans le cadre de la modification d'un accord cadre en cours d'exécution, en application des hypothèses classiques de prestations supplémentaires devenues nécessaires, de modification de faible montant, etc., sous réserve de ne pas modifier la nature globale du contrat. Sur le mini, on a peut-être plus de questions qui se posent. Ce qui est important, c'est de savoir que le minimum juridiquement oblige l'acheteur. Donc, ça veut dire que potentiellement, effectivement, le minimum peut être réclamé par les opérateurs économiques, même dans une situation dans laquelle les commandes seraient inférieures à ces minimums-là. C'est le but. Donc, assez peu d'intérêt
par principe pour les opérateurs économiques. Sinon, c'est lui d'attirer des opérateurs lors de la consultation. Si vous êtes dans un domaine dans lequel vous craignez de ne pas avoir suffisamment d'opérateurs intéressés par la consultation que vous engagez, vous pouvez effectivement mettre ces minimums un peu voilà, pour attirer, pour créer, pour susciter de l'intérêt pour votre consultation. Voilà quelques points que je pensais vous dire sur l'accord cadre, hein. Je suis consciente que c'est voilà, quelques idées comme ça que je lance un peu, que j'essaime comme des graines. Sans aller plus loin, vous pouvez peut-être, si vous avez des questions spécifiques, les poser à travers le Oui. chat. Alors, nous avons quelques questions, effectivement. N'hésitez pas à poser vos questions. On a quelques questions qui ont été posées en cours de webinaire, donc ça va peut-être revenir sur des points que vous avez déjà abordés. On peut faire appel au concours après avoir fait appel, par exemple, à une procédure avec négociation. Alors, sur le concours, donc, je pense qu'on fait bien de faire cette petite pause parce qu'on a beaucoup de sujets qui s'enchaînent et on pourrait s'y perdre. Donc, pour revenir sur ce que je vous disais sur le concours, effectivement, ce n'est qu'après une lecture très attentive du code qu'on finit par comprendre cela. Et je vous assure que voilà, je l'ai creusé à l'occasion d'un dossier, sinon j'aurais peut-être pas su pointer cette question. Aujourd'hui, donc, le concours étant une technique d'achat, si on revient pour répondre à cette question à la définition, on nous dit que les techniques d'achat sont mises en œuvre en fait dans le respect des règles applicables aux procédures. Et donc finalement, une technique d'achat, elle a toujours besoin d'une procédure pour exister. Et donc le concours étant une technique d'achat, on va en fait, en premier lieu, ça c'est la première étape, on va en premier lieu organiser le concours, on va choisir le lauréat, et là, c'est un point très intéressant, on a l'habitude de choisir un lauréat, mais le code nous permet d'en choisir un ou plusieurs lauréats. C'est très peu pratiqué, mais ça se peut. Et donc ensuite, c'est avec le ou les lauréats choisis qu'on va engager la procédure dite négociée sans publicité ni mise en concurrence. Et donc en fait, on va entrer dans une phase de négociation. Alors très souvent, en fait, cette phase de négociation, elle est un peu déplacée. En fait, elle a lieu pendant le concours et on a du mal à distinguer les deux phases, celle du concours, celle de la procédure négociée. Mais l'enchaînement juridique, c'est ça. C'est le concours, on choisit le ou les lauréats et ensuite on met en œuvre la procédure négocier sans pub ni mise en concurrence parce qu'il n'y a pas lieu de faire de la publicité. On ne va négocier qu'avec nos lauréats et ensuite on attribue les marchés. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions sur le support, sur le replay, etc. Alors, vous recevrez le replay, bien entendu, du webinaire. Après, voilà, pour avoir les supports plus détaillés, n'hésitez pas à vous inscrire à nos formations sur ce sujet. Une autre question, en cas de groupement de commandes, doit-on répartir les montants minimum et maximum entre les différents membres du groupement? Alors, donc là, on est dans l'accord cadre, hein, Maximini, accord cadre. Effectivement, bien sûr, quand on a un groupement de commandes, tout se complexifie. D'un point de vue d'exigence juridique, non. C'est-à-dire que le maxi, le mini, c'est le maxi, le mini de l'accord cadre. En revanche, je pense que vous en avez besoin d'un point de vue pratique entre vous au sein du groupement de commande. Mais par contre, l'exigence juridique des mini-maxi, en fait, vous allez indiquer notamment dans les documents de la consultation une répartition globale sur l'accord cadre. Et après, c'est en interne qu'il faudra gérer cette question-là. Ok, une autre question sur le sujet, sur le maxi en accord cadre. Est-ce qu'il y a des risques vis-à-vis des titulaires de mettre un maximum trop élevé dans le cadre de l'exécution? Alors, peu de risques, puisque justement, contrairement au minimum, le maximum n'oblige pas l'acheteur public ou l'acheteur privé soumis au code de la commande publique, selon qui vous êtes, y compris d'ailleurs, en fait, il y a de la jurisprudence là-dessus, lorsque on est dans un cadre de résiliation. Parce que c'est ça la question souvent qui est posée, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe si on a une résiliation, notamment pour motif d'intérêt général. Et en fait, le juge a déjà plusieurs fois estimé qu'en fait, le maximum ne créait pas en fait un engagement juridique, il n'y avait pas de certitude pour le titulaire et donc il ne pouvait pas par exemple se prévaloir du manque à gagner en se fondant sur ce maximum. Donc peu de risques. Voilà. Merci. Une autre question.
une Pourrions-nous... Ah, peu de risque. Donc, c'est pour ça que notamment si vous êtes dans le doute, si vous avez un montant de votre accord cadre qui est juste en dessous des seuils de procédure formalisée, moi, je vous conseille de passer au-dessus, de mettre un maximum au-dessus parce que ça vous laissera plus de marge de manœuvre. Et si vous voulez absolument rentrer et rester sous les seuils de procédure formalisée, ça va peut-être être problématique en cours d'exécution. Voilà, pardon, j'ai terminé. pas de souci. Alors, il y a plein de questions sur le sujet, donc je les pose toutes comme ça, vous faites une réponse en une, parce qu'on arrive Très à bien. la fin de ce webinaire. Alors, pourrions-nous J'aimerais bien donner... quand même parler du système d'acquisition dynamique Ah, aussi. ok, d'accord. Ok, alors allons-y. Donc peut-être si on peut, une dernière Bon, question sur l'accord cadre et on une va dernière passer. question sur les accords cadres. Ok, est-ce que on peut modifier le maximum d'un accord cadre en cours de l'exécution? Oui, on peut le modifier. On applique en fait à cela les dispositions habituelles de la modification des contrats en cours d'exécution. Donc avec la condition chapeau préalable à tout, c'est ne pas modifier la nature globale du contrat. Et là-dessus, il me faudrait 3 heures pour vous expliquer ce que ça veut dire. Et ensuite, on a les 6 hypothèses alternatives. Donc modification de faible montant, modification non substantielle, prestations complémentaires devenues nécessaires, etc. Et donc en appliquant cela, de la même manière qu'on modifie un marché public classique non cumulé avec une technique d'achat, on peut le faire pour l'accord cadre. Ok, merci. Bah, je vous laisse continuer avec le système d'acquisition dynamique. Alors, je passe alors, très rapidement, vraiment, juste pour vous donner un aperçu, mon troisième point, c'était le catalogue électronique. Encore une technique quand même assez peu utilisée. Donc, qui, à noter juste que c'est une technique qui peut être autorisée ou imposée, qui nécessite quand même une bonne préparation informatique parce qu'il faut préciser le format, équipement électronique, etc. Et le catalogue électronique peut être utilisé dans le cadre du système d'acquisition dynamique également, ce qui veut dire qu'on aura un mixte de 2 techniques d'achat qui peut être intéressant parce que le système d'acquisition dynamique va nous permettre de présélectionner des opérateurs et puis ensuite, en utilisant les catalogues électroniques, on pourra très facilement en fait et très rapidement passer les commandes à ces opérateurs présélectionnés. Alors, je viens au système d'acquisition dynamique qui est mon sujet fétiche du moment. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas la seule parce qu'on remarque vraiment de plus en plus d'intérêt pour ces techniques d'achat auprès des opérateurs économiques, qui a commencé beaucoup avec les centrales d'achat dans le domaine hospitalier, qui ont été un peu les précurseurs. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup les ministères, notamment de l'économie, qui font, mais de plus en plus aussi de collectivités qui s'y lancent. Alors, système d'acquisition dynamique, c'est quoi? C'est une technique qui permet de présélectionner surtout les opérateurs. Et pourquoi faire? Pour quel type de marché? Alors, d'un point de vue réglementaire, le code de la commande publique prévoit qu'on peut passer du SAD, enfin faire du SAD pour des fournitures, des services ou des travaux. Donc finalement, tout type de marché. La seule contrainte étant que le système d'acquisition dynamique doit être, selon les textes, utilisé pour les achats d'usage courant. La directive précise que ce sont des produits d'usage courant, travaux ou services d'usage courant, ou standards, et qui sont généralement disponibles sur le marché. Donc, ça fait appel à cette notion qu'on utilise souvent de achat sur étagère. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des prestations qui nécessitent assez peu d'adaptation. Et donc, en réalité, alors même qu'on nous dit que ça marche pour les travaux, fournitures, services, bon, c'est surtout facile à mettre en œuvre pour certains services, par exemple d'entretien de maintenance. J'ai un exemple du SAD d'un ministère pour l'entretien de leur parc d'ascenseur ou pour les fournitures. Pour les travaux, c'est un petit peu moins évident, mais voilà, juridiquement pas impossible. Quel est l'intérêt? Quels sont les avantages du SAD? Eh bien, outre le fait que ce soit un levier d'innovation, hein, c'est un peu pointé notamment par la directive, hein, c'est un système qui permet finalement de purger la phase candidature. Donc, ça veut dire voilà, on a les opérateurs, on les connaît, on les a dans notre petit vivier. Ça nous permet de faire du sourcing en même temps et finalement d'avoir, une fois qu'on l'a mis en place,
un processus assez simplifié d'approvisionnement, notamment en termes d'achat de fournitures. La mise en place d'un système d'acquisition dynamique ce n'est pas un choix anodin non plus, c'est un choix qui doit être réfléchi. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui une technique assez peu connue, donc ça nécessite quand même une gestion assez dynamique. Par exemple, si on a des demandes de participation au SAD qui sont formulées en cours de vie du système, on doit y répondre dans un délai maximal de 10 jours ouvrables. Donc, ça veut dire très rapidement, ça veut dire que les services qui bénéficient du SAD doivent être en mesure vraiment d'être dynamique, d'être proactif dans la gestion de ces systèmes. Et le système d'acquisition dynamique, on considère que il y a une complexité peut-être apparente, mais souvent on a l'impression, en tout cas au début, que c'est un peu complexe. Alors, quelques idées sur comment ça marche. Encore un outil très souple, un peu à l'image de l'accord cadre, hein, puisqu'on peut avoir un SAD unique ou un SAD dans lequel on aura des catégories. Alors, on ne parle pas d'ELO, hein, on ne dit pas que c'est un système allotty, mais c'est un système qui peut être divisé en catégories. Alors, les types des catégories qui sont données par le code, on a des catégories par taille, on peut avoir des catégories par zone géographique ou des catégories par typologie d'achat qui peuvent être prévues. Exemple, pour un SAD d'achat de matériel informatique, on peut par exemple avoir catégorie logiciel, catégorie matériel de bureau, catégorie vidéoprojecteur, etc., etc. On peut, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une fois qu'on a mis en place notre SAD, on peut prévoir de recevoir des offres de manière classique. Donc, on va en fait tout simplement, une fois qu'on a présélectionné nos opérateurs, envoyer une lettre d'invitation à soumissionner en fait à des marchés qui sont des marchés dits spécifiques. Donc cette lettre d'invitation qui va comporter des critères, etc., qui va leur être adressée. Ils vont nous présenter des offres classiques, mais on peut avoir aussi des offres par le catalogue électronique. Et puis ensuite, la procédure pour le SAD, ce sera la procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure adaptée. Attention quand même à certains points. L'avis qui indique qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique doit être publié au départ et préciser sa durée de validité. Autre point d'attention, les critères d'attribution des marchés spécifiques doivent être déjà indiqués dans notre avis. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se lance dans la mise en place du SAD, on doit déjà prévoir quels sont les critères d'attribution des marchés spécifiques. Là, on a un petit peu de souplesse. Alors déjà, on peut le faire par catégorie, si on a plusieurs catégories, mais aussi on peut avoir des critères qui sont indiqués de manière indicative, donc notamment par fourchette, et à spécifier, à préciser ultérieurement. Donc typiquement, on peut par exemple, par la suite, plutôt placer le curseur de manière plus précise d'une fourchette qu'on indique au départ. Et puis, on peut aussi imaginer d'instaurer des sous-critères en plus qui viendraient compléter les critères annoncés dès le départ. Et puis un petit défi technique, mais auquel aujourd'hui les plateformes répondent de mieux en mieux, puisque le dossier de consultation des entreprises doit rester accessible par voie électronique pendant toute la période de validité du SAD, parce que la particularité du SAD, c'est que les opérateurs vont pouvoir demander leur inscription dans le SAD au début, lorsque vous allez lancer le système, mais aussi pendant toute la durée de vie du système. Donc, le DCE doit leur être accessible pendant toute cette période-là, en sachant que voilà, il y a pu y avoir quelques difficultés techniques, mais aujourd'hui, ça marche de mieux en mieux. Et la durée de validité du SAD, c'est vous qui la déterminez. Donc, ça peut être même très, très, très long. Vous pouvez prévoir des durées qui vont être des durées de 10 ans, voire plus. Pourquoi? Parce que la possibilité pour les opérateurs de s'inscrire au fur et à mesure conduit à considérer que finalement, ce n'est pas restrictif. Hein, on ne va pas à l'encontre du principe de liberté d'accès, hein, parmi les 3 principes fondamentaux de la commande publique. Pourquoi? Parce que chaque opérateur peut demander à être inscrit au fur et à mesure. Et puis, vous exercez un contrôle aussi sur le vivier, parce que vous allez pouvoir périodiquement demander à ce que les documents sur la base desquels vous avez estimé la candidature recevable soient bien évidemment mis à jour pour vous permettre de vérifier que l'entreprise remplit toujours les conditions. Et le cas échéant, vous pouvez exclure des entreprises de votre système si elles ne remplissent pas plus ces conditions initialement imposées.
Donc, piste de réflexion pour moi, au regard de ces quelques éléments que je portais à votre connaissance, c'est à chaque fois qu'on a un achat, c'est demander quelle technique d'achat pour quels achats. Ça paraît un petit peu bateau comme ça, mais typiquement, les achats dans lesquels on va avoir des évolutions technologiques assez rapides et fréquentes. On a pris l'habitude de passer des accords cadres, mais ce n'est peut-être plus tant adapté que ça, parce que dans l'accord cadre, vous figez quand même une offre. Donc, typiquement informatique, pourquoi pas aller plus vers les SAD parce que ça évolue tellement vite que votre accord cadre, finalement, techniquement, vous limite. Et puis, toujours se poser la question de la maturité des services opérationnels. Quelle est leur capacité d'adhésion et quelle est leur capacité de maîtriser l'outil. Le SAD, si vous le mettez dans un service qui n'a pas envie de découvrir quelque chose de nouveau, vous courez à la catastrophe. Donc voilà, ce sont des questions aussi non juridiques qu'il faut absolument se poser. Je crois que j'ai tenu plus ou moins le temps qui m'a été imparti. Oui, c'est parfait, c'est parfait. On va juste prendre 2-3 questions pour terminer, sachant que là, bien sûr, en 30 minutes, c'est pas possible de faire le tour de la question. Donc, je rappelle qu'il y a une formation qui est dédiée sur ce sujet sur formation.achapublic.com et puis qu'il y a des petits modules d'une demi-journée sur chaque technique d'achat qui sont également organisés pour creuser encore plus chaque technique d'achat. Voilà, donc on va lire les 2 questions. Les marchés spécifiques doivent être allotis. Alors non, il n'y a pas d'obligation de… pardon, c'est sur l'allotissement par les catégories. Je n'ai pas plus d'informations. Les marchés publics doivent-ils être… est-ce qu'il doit y avoir des Allotis. catégories allotis, pardon. Non, donc je reviens. Alors, le fait de prévoir des catégories dans le SAD, ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité qui est mise à votre disposition. En revanche, effectivement, il n'y a pas de dérogation à l'allotissement dans le cadre de cette technique d'achat. Donc, comme on a vu au début, hein, ça nous renvoie à la première diapo, procédure, mode de dévolution, technique d'achat. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, tout se cumule. Et donc, effectivement, lorsque vous passez des marchés dans le cadre du SAD, vous devez vous poser la question de l'allotissement. Mais c'est pour ça que parfois, instaurer en amont les catégories, ça vous permettra finalement d'avoir des marchés qui ensuite ne nécessiteront pas l'allotissement. Ok, on va prendre une dernière question. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a eu beaucoup de questions. On ne peut pas toutes les traiter pendant le webinaire. Donc, une dernière question. Quel avantage donc, du système d'acquisition dynamique par rapport à l'accord cadre à bon de commande multi-attributaire? Je pense surtout le dernier que je viens de pointer, c'est-à-dire que en fait, on a présélectionné des candidats, mais par contre, on n'a pas figé les offres. Et donc forcément, l'accord cadre multi-attributaire, alors, il peut y avoir aussi un intérêt à figer les offres parfois parce que l'offre figée, ça veut dire par exemple l'offre de prix qui est déjà figée, mais ça nous laisse moins de souplesse, notamment pour s'adapter à des évolutions de ce que nous propose le marché. Donc aujourd'hui, on passe un accord cadre multi-attributaire dans certains domaines. On sait que les spécifications techniques qu'on va prévoir aujourd'hui, dans 3 ans ou 4 ans, elles sont en fait complètement dépassées. Et donc le SAD permet finalement de pallier cet inconvénient. Très bien. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous allez sur formation.achapublic.com. Vous retrouverez toutes ces formations techniques d'achat plus les Zooms. Il y a la folle semaine des marchés publics du 27 au novembre au 1er décembre. Là, on vous y attend nombreux avec la conférence phare plus toutes les formations qui sont associées à cette folle semaine, dont un parcours dédié aux techniques d'achat. Et puis voilà, je vous remercie Anna-Maria Smolinska pour cette présentation. Vous recevrez bien évidemment le replay d'ici quelques jours sur vos boîtes mail. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à l'achat public et merci surtout à ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que vous Ils sont avez nombreux. au moins donné quelques pistes de réflexion, si ce n'était pas toutes les réponses, mais si, voilà, au moins quelques pistes de réflexion pour aller plus loin sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.